Chers compatriotes, aujourd'hui la France... L'association Solidarité. Les crimes organisés. Chi come noi hanno sempre combattuto. Bonsoir à tous et merci de nous retrouver sur UHT les RCFM pour suivre notre émission réalisée en partenariat avec Corse Matin. Le changement, c'est maintenant. Nous le disions déjà la semaine passée et puis la semaine précédente encore, avec l'élection d'Emmanuel Macron qui a provoqué le séisme politique dont la gauche et notamment le Parti socialiste a été la première à faire les frais, mais qui n'épargne pas non plus la droite qui commence à subir les effets du bouleversement politique. La nomination du Premier ministre et du gouvernement en est la première conséquence et il y en aura d'autres après les législatives. Alors, après la gauche et les nationalistes, c'est avec la famille de droite que nous concluons aujourd'hui cette période électorale intense et nous recevons une de ses représentantes, élue territoriale, membre du groupe Le Rassemblement, également élue municipale d'Ajaccio et troisième vice-présidente de la CAPA, Marie-Antoinette Brunelli-Santoni. Marie-Antoinette Brunelli-Santoni, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous serez interrogé par Roger Antèche de Corse Matin. Bonsoir Roger. Bonsoir. Et Patrick Vinciguer de RCFM, dont je salue le retour. Bonsoir, Bonsoir. Patrick. Alors, situation politique nouvelle et inédite, disais-je, qui crée des difficultés dans votre famille politique au plan national. On parlera ensuite de la Corse. Gouvernement qui est paritaire, des personnalités de droite et de gauche, certaines qui n'ont jamais fait de politique. Comment est-ce que vous réagissez d'abord à ces nominations et à cette nouvelle architecture politique ? Écoutez, déjà, je vais réagir de façon très indépendante, puisque comme vous le savez, et je n'ai jamais caché le fait que je n'appartenais pas à un mouvement national. Mais néanmoins, je m'inscris dans la famille de droite, forcément, et j'ai un avis sur cette question. En ce qui concerne les ministres aujourd'hui, issus des rangs des Républicains, qui ont rejoint le gouvernement de Macron, d'Édouard Philippe, certes, mais bon, qui a été quand même impulsé par le nouveau président de la République, Emmanuel Macron, je trouve que c'est pour le moins surprenant. Vous avez notamment M. Le Maire, qui a quand même été candidat à la primaire de la droite et du centre, qui a combattu le programme d'Emmanuel Macron et qui, du jour au lendemain, finalement, on peut dire, tourne sa veste et rejoint ce gouvernement. Il a notamment critiqué la hausse de la CSG. Lui préconisait plutôt, comme le préconisent aujourd'hui les différents députés qui se présentent aux élections législatives, baisse des impôts. Et là, du jour au lendemain, donc, on change d'idée complètement. Et ça me dérange. Ils se sont vendus, comme disait Laurent Wauquiez, qui a été très dur vis-à-vis d'eux. Ce sont des vendus. Ah bah, écoutez, je pense que ce sont des comportements très individualistes, forcément. Mais on doit s'interroger aussi, peut-être, sur la façon de gouverner d'Emmanuel Macron. Il vient de commencer à peine, il faut lui laisser du temps, bien évidemment. Mais quand même, le fait de déjà vouloir supprimer le PS, parce que c'est ce qu'il a fait finalement. Bon, le PS, c'est fini. Mélenchon l'a aidé Aujourd'hui, il veut supprimer. Il est en train de fracturer la droite. Oui, bah, ça y est, ça a déjà commencé. Oui, tout à fait. Il fracture la droite, il veut même se débarrasser. Quelque part, il a envie de se débarrasser de la droite. Pourquoi donc? Et je trouve que c'est une attitude de monarque, quelque part, parce qu'en démocratie, il faut qu'il y ait une majorité et une opposition. C'est beaucoup plus simple, très franchement. Moins de la droite que des partis de droite. Et oui. Des partis de gauche. Oui, en effet. Se débarrasser des partis qui, aujourd'hui, je dirais... Il a tort de vouloir en finir avec ce vieux clivage gauche-droite, finalement, Macron. Mais... De vouloir une refondation, une recomposition, comme on le vit ailleurs, par exemple en Allemagne. Non, mais je pense qu'aujourd'hui, une démocratie, elle existe, encore une fois, parce qu'il y a des courants politiques qui s'expriment. Au-delà même des partis, mais les partis, au plan national, sont quand même représentatifs de ces idées politiques. Oui, donc, dans une démocratie, il y a une majorité et une opposition. Et aujourd'hui, l'opposition, c'est quoi? L'opposition, c'est la France insoumise de Mélenchon et de Marine Le Pen. Moi, non, je n'adhère pas à ce mode de fonctionnement de démocratie. Je crois qu'il y a un gouvernement de gauche, il faut qu'il y ait aujourd'hui une opposition saine qui s'exprime au travers de ces élections législatives, avec un Parlement qui puisse être le contrepoids d'un gouvernement. C'est une vision dépassée de la politique.
Vous disiez, En tout cas, depuis le 7 mai. Vous disiez tout à l'heure que vous ne faisiez partie ça rejoint la question de Patrick, c'est pour ça que j'insiste. Vous disiez tout à l'heure que vous n'apparteniez à aucun mouvement structuré. Et effectivement, dans ce qui se met en œuvre aujourd'hui autour de l'élection de Macron, il y a des partis comme le Parti socialiste qui ont tenu avec les Républicains, l'UMP ou le RPR jadis, la vie politique, dont on sent bien qu'ils sont proches de l'éclatement. Est-ce que c'est pas cette façon de faire de la politique qui quelque part a pu vous gêner parfois aussi, mais on en reparlera peut-être au niveau territorial, qui a vécu et qui est à bout de souffle aujourd'hui? Mais justement, c'est la raison pour laquelle je vous ai dit en introduction que je ne fais partie d'aucun parti politique, puisque j'ai toujours réclamé cette indépendance. Néanmoins, je m'inscris dans la famille de droite, dans la famille libérale. Et à un moment donné, on ne peut pas considérer, et vous qui êtes quand même des observateurs avertis, qu'on fait de la même politique à gauche qu'on en fait à droite. Sur une élection municipale, on peut mélanger des gens de droite, de gauche et des nationalistes quand on est en Corse. Mais sur une élection nationale, à un moment donné, il y a quand même des courants d'idées. Je vous ai cité cet exemple de la question des impôts, de la CSG. Sur la question des 35 heures, par exemple, il y a une position qui est clairement affichée par la gauche, que ce soit Emmanuel Macron, le PS ou d'autres, et une position qui est affichée par la droite sur la liberté d'entreprendre. Et je suis pas pour le mélange des genres. Voilà. Alors vous allez peut-être me trouver rétrograde, mais je ne suis pas pour le mélange des genres à un niveau de responsabilité comme celui de la politique au niveau de l'État. Voilà. Le mélange des genres, il peut se faire à un niveau municipal. Mais quand petit à petit on monte dans les institutions, je crois que là il y a des courants politiques qui doivent être... Est-ce que la droite n'a pas une responsabilité dans cette situation? On l'a vu quand même entre les deux tours de la présidentielle où une bonne partie de la droite a été silencieuse, certains ont appelé à l'abstention, en tout cas pas à s'opposer au Front National. Est-ce que votre famille politique n'est pas en train d'évoluer, une partie de se retrouver peut-être un jour en alliance avec l'extrême droite, et l'autre partie qui serait plutôt du centre-gauche avec une alliance avec Macron? Est-ce que la fissure n'est pas en train de se faire là? Déjà, je crois que la droite se porte mieux que la gauche. Quand on voit les résultats, notamment du PS aux élections présidentielles... Mais Macron, vous le situez où, Macron? Alors justement, Macron, je le cite, c'est lui, se situe hors parti finalement, ni droite ni gauche. C'est ce qui a été martelé pendant la campagne des présidentielles. Et c'est la raison pour laquelle, à un moment donné, je trouve que ça manque quand même de lisibilité. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont voté, c'est vrai, pour un jeune président, le renouveau. Mais le jeunisme... Vous avez voté Macron au second tour. Alors oui, je m'en explique. J'ai voté Macron et je l'ai dit officiellement. Pourquoi? Parce que je n'ai pas supporté l'idée que Marine Le Pen puisse arriver une deuxième fois en tête en Corse à l'élection présidentielle. Ce n'était pas supportable pour moi, mais certains ne l'ont pas fait. De votre famille politique. Tout à fait. Et chacun, comme vous avez pu le constater, est resté libre. Il n'y a pas eu de consigne de vote, mais pas seulement au sein de notre famille politique, Monsieur Albertini. J'attire votre attention, y compris au sein de la famille nationaliste. Donc bon, moi je veux bien que... représenter la droite et assumer les responsabilités de la droite. À voter Macron et Jean Quitalamone et à ne pas voter. Par exemple. Et puis bon, on peut aussi observer les résultats de Marine Le Pen au présidentiel dans les différentes communes, qu'elles soient conduites par des maires de gauche ou qu'elles soient conduites par des maires nationalistes. Camille de Rocazère n'a rien dit. José Ross a appelé à l'abstention. Alors écoutez, comme vous avez pu le constater, dans le groupe de droite qui siège à l'Assemblée de Corse, il n'y a pas eu de consigne de vote. C'est la raison pour laquelle, à titre personnel, j'ai fait ma propre communication en disant que je voterais Emmanuel Macron pour faire barrage au Front National. Ça a été un débat dans le groupe de droite, cette question-là. Vous l'avez abordé à l'Assemblée, cette question-là, parce que c'est vrai qu'il y avait des positions très diverses. Celle de Camille de Rocazère, de José Ross, mais d'autres aussi. Et Camille de Rocazère, aujourd'hui d'ailleurs... De Laurent Marcangel, Laurent Marcangel, qui lui avait une position qui était proche des juppéistes, d'Alain Juppé lui-même. Parce que quand on parlait tout à l'heure de la façon de gouverner, Alain Juppé n'était pas très loin d'Emmanuel Macron quand il utilisait l'image de l'omelette dont on coupait les deux bords, l'extrême droite et l'extrême gauche, et avec le milieu de laquelle on gouvernait. Donc, est-ce qu'on a eu tort de ne pas avoir, vous avez eu tort au niveau du groupe de l'Assemblée, de ne pas avoir une position commune par rapport à ce second tour? Non, mais encore une fois, vous focalisez sur le groupe de droite. C'est normal, puisque je suis une invitée de ce contraste aujourd'hui. Oui. Mais on en a discuté, c'est vrai, et nous sommes tombés d'accord sur le fait que chacun était libre de sa position. Voilà. Comment est-ce que vous décririez aujourd'hui la situation de la droite en Corse?
Ah, écoutez, la situation de la droite en Corse, encore une fois, je vais vous reprendre l'exemple que j'ai cité au plan national, elle n'est pas pire que la situation de la gauche en Corse. C'est vrai qu'il y a peut-être une problématique du renouvellement de la classe politique à droite, c'est sûr. C'est sûr que, bon, on fait souvent ce reproche. On peut partager ce constat, en effet. Et la droite, elle est plurielle en Corse. Peut-être un petit peu plus qu'ailleurs, parce qu'il y a une droite plus traditionnelle, j'ai envie de dire, qui s'inscrit d'ailleurs dans les partis, que ce soit les Républicains, les partis du centre. Et puis il y a une droite plus régionaliste, plus corsiste, dans laquelle je m'inscris à titre personnel. C'est d'ailleurs dans cet esprit que vous aviez créé avec Jean-Martin Mondoloni le mouvement Une Nouvelle Corse. On n'en entend plus parler depuis 2 ou 3 ans. La page est tournée, vous êtes rentrés dans le rang, l'un et l'autre. Vous n'êtes jamais parvenu à renverser la table, ce que d'autres ont fait. Tout à fait. Et il faut en effet reconnaître l'incapacité que nous avons eue peut-être à fédérer. Bon, Jean-Martin Mondoloni, qui était le leader, qui est toujours d'ailleurs le leader d'une Nouvelle Corse, qui n'avait pas de mandat, donc n'avait pas forcément de tribune aussi peut-être pour exister, ce qui est plus compliqué quand on veut faire la propagande de son mouvement. Moi, j'étais très prise, comme vous avez pu le constater, à l'Assemblée de Corse, dans un rôle d'opposition très affirmé dans la précédente mandature, à une majorité de gauche. Mais cela dit, il n'en demeure pas moins que nos idées restent les mêmes. Mes idées restent les mêmes. Je m'inscris toujours, et je reviens à mon propos initial. Je ne suis pas une femme de parti. Voilà, je fais de la politique, comme je le dis souvent, je suis un pur produit de la loi sur la parité, parce que rien ne me destinait à faire de la politique. Je ne suis pas tombée dedans quand j'étais petite, comme beaucoup de mes collègues. Voilà, cela dit, je suis quand même issue de la famille libérale, j'ai des idées de droite, et j'ai envie de faire de la politique à un niveau local. Vous voyez bien, je ne suis pas candidate aux élections législatives, je n'ai pas d'ambition nationale. Pour moi, la politique, mon rôle politique, c'est faire de la politique au niveau local. Donc, aucun intérêt d'adhérer à un mouvement national, parce que je pense qu'on doit construire nous-mêmes notre propre chemin, et on peut le faire à l'intérieur de notre territoire, avec, encore une fois, des idées de droite, certes, mais corsistes et régionalistes. Bon, renouvellement des personnes, évidemment, ça, c'est pas tellement vu à droite, mais renouvellement des idées non plus. Vos idées ne sont pas forcément celles que porte Camille de Rocazère, et pourtant, on ne sent pas à l'Assemblée de Corse, par exemple, l'impact de ces idées nouvelles. L'impression que le logiciel de droite, c'est toujours le même. Voilà, vous n'avez pas réussi à vous émanciper de ces classiques de la droite. Bah, écoutez, alors pourtant, par exemple, à titre d'exemple, quand j'ai voté pour la co-officialité, bon, j'étais la seule dans mon groupe à l'époque. Vous êtes la seule dans le groupe. J'étais la seule dans mon groupe. Ben oui, mais écoutez, à un moment donné... Ça n'évolue pas beaucoup au sein de la droite. Ben, c'est vrai que cette droite corsiste... Alors, je pense que d'autres l'expriment peut-être de façon différente. Mais je reviens à mon propos de tout à l'heure, il y a plusieurs droites en Corse. Et ça, on ne peut pas... Souvenez-vous de l'époque où il y avait 5 mouvements à droite. J'en profite aussi pour saluer, pour rappeler le travail de Philippe Chécal au sein de cette droite corsiste. C'est pas nouveau. Voilà. Aujourd'hui, peut-être, la droite manque peut-être de leaders qui représentent cette droite corsiste. Nous n'avons peut-être pas su, avec Jean-Martin Mondoloni, suffisamment promouvoir le mouvement. Ça, très bien, on peut faire ce constat-là. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a quand même beaucoup de gens que l'on rencontre et qui se sentent peut-être plus proches de cette droite corsiste que d'une droite plus, plus traditionnelle. Et de quel leader vous vous sentez les plus proches? Parce que si on prend la description de Gouvette, ce serait plutôt Laurent Marcangeli, quoi. Ah oui, complètement, oui. Plutôt que Camille Rocazère ou José Rossi ou Anchantini ou d'autres. Non, c'est la raison pour laquelle aussi je les rejoins dans cette belle aventure des élections municipales de 2014. Souvenez-vous, à l'époque, la droite ajaxienne, alors... elle n'était pas divisée, elle n'existait quasiment plus. Donc Laurent Marcangeli a quand même réussi cet exploit, déjà de battre Simon Renouch aux législatives dans un premier temps et de rassembler toute la droite. Et ça, très sincèrement, c'est un exploit qu'il a réalisé sur Ajaccio. Il faudrait réaliser le même exploit
au niveau régional. Laurent Marcangeli a toutes les capacités pour rassembler. Quand même, au niveau régional. Écoutez, c'est à lui qu'il faudra poser la question. Mais c'est vrai que son discours est très clair. Hein. Il veut se consacrer à la ville d'Ajaccio. Il y est très attaché. Regardez bien, il ne veut pas renouveler son mandat de député parce que justement, il veut se consacrer à la ville d'Ajaccio. Il présidera aussi demain la CAPA si, ce que je souhaite, Jean-Jacques Ferrara gagne cette élection législative. Mais oui, mais je crois que vous parliez de renouvellement de pratiques politiques. Ça fait partie aussi de ces nouvelles pratiques qu'il faut mettre en œuvre. Je veux dire, le cumul des mandats, vouloir être partout, ce n'est plus possible. À un moment donné, il faut se concentrer. Il faut bien être présent à l'Assemblée territoriale, même si on n'est pas président de l'exécutif. Il peut. Alors, si demain il décide de conduire une liste et que ces élections sont gagnées et qu'il préside l'exécutif, bien évidemment, ce sera tout à fait profitable pour la commune qu'il dirige aujourd'hui. Mais il peut aussi s'entourer de personnes qui demain pourront gagner les élections territoriales. Vous souhaitez qu'il conduise la liste de droite, disons, corsiste, Laurent Marcangeli ? Écoutez, moi je pense que Laurent Marcangeli a toutes les capacités pour conduire une liste au niveau régional, parce qu'il a ces capacités. C'est un fin politique, Laurent Marcangeli. Et il a cette capacité de rassembler, parce qu'à la limite, il peut à la fois rassembler cette droite plus traditionnelle avec cette droite plus corsiste. Donc oui, il a les capacités de le faire. Mais encore une fois, c'est un choix qui n'est pas simple pour lui. À partir du moment où il se quitter le mandat municipal, quitter les Ajacciennes et les Ajacciens pour lesquels il s'est engagé, c'est un choix qui est très, très, très difficile à faire. En tout cas, là, on a vu, on va parler des législatives, la semaine dernière, une unité de façade autour de Camille de Rocazère. Ce n'est peut-être pas une unité de façade. Il y a des divisions qui sont profondes, on le sait très bien, vous le savez. Laurent Marcangeli a quand même subi un certain nombre de revers avec la primaire. D'abord, et puis le second tour et le premier tour de la présidentielle. Son candidat, Jean-Jacques Ferrara, est contesté par les Républicains, en particulier par Marcel Francic, qui n'en fait pas mystère. Comment est-ce que vous abordez ces élections législatives ? Écoutez, ces élections législatives, elles s'abordent différemment en fonction des circonscriptions. Moi, je vais vous parler de celle que je connais le mieux, celle de Corse du Sud, bien évidemment, en ce qui concerne la première circonscription de la Corse du Sud. Donc Jean-Jacques Ferrara était le candidat naturel, puisqu'il était le suppléant de Laurent Marcangeli. Il l'a accompagné dans toutes ses campagnes. Jean-Jacques Ferrara aussi fait partie de ces hommes politiques qui ne veulent assurer qu'un seul mandat. Jean-Jacques Ferrara, lui, maintenant, il est programmé pour être député, ce que je lui souhaite, et on peut dire aujourd'hui qu'il a quand même de bonnes chances de gagner cette élection législative. Il sera député de la première circonscription de la Corse du Sud. Et je crois que c'est important aujourd'hui. Il n'est pas dans une démarche, lui, au contraire, de peser des voix en vue des prochaines élections territoriales, par exemple. Donc ça, c'est quand même une qualité qui est à mettre à son avantage. Dans la deuxième circonscription, vous avez Camille de Rocazère qui, lui, est fait pour être député. Camille de Rocazère, je crois que tout le monde s'accorde à le dire, c'est le mandat qui lui convient le mieux. Il a été très efficace au cours quand même de ces derniers... Ce serait son quatrième mandat, c'est ça ? Ce serait son quatrième mandat ? Oui, ce serait... Vous parliez tout à l'heure du non-cumul des mandats qui a été bon choix. Aujourd'hui, on parle beaucoup du non-cumul des mandats dans le temps, c'est-à-dire 3 mandats et basta. Tout à fait, mais cela dit... Voilà. Après, je veux dire, à partir du moment où le bilan est plus que positif, je crois que dans cette circonscription-là, Camille de Rocazère est le candidat naturel et je crois encore une fois que c'est celui qui représentera mieux la Corse à Paris. Ça, j'en suis convaincue, on l'a vu, notamment ces derniers mois, concernant les fameux arrêtés Mio et toute son implication dans le domaine agricole, dans le domaine des finances aussi. De ce point de vue-là, Camille de Rocazère est un député exemplaire pour la Corse. Et si on parlait de la Haute-Corse, tiens, parce que déjà Sauveur Grando Fichet dans la première circonscription, et là je pense que vous allez tenir le même discours qu'avec Jean-Jacques Ferrara et qu'avec Camille de Rocazère. Dans la deuxième, par contre, il y a une situation intéressante et à double titre, parce que vous avez été un temps proche de lui. Jean-Martin Mondolone, il a choisi d'aller contre l'investiture des Républicains, contre Stéphanie Grimal. Est-ce qu'il a bien fait ? Alors, vous voyez, là justement, cette situation, elle illustre bien, je dirais, la diversité de la droite en Corse. Vous avez une candidate, Stéphanie Grimal, qui a toute légitimité puisqu'elle a affronté... Il y a une division, On parle de richesse quand il y a division.
Ah oui, mais quand il y a division, il vaut mieux parler de richesse. Pourquoi être négative, M. Vinciguerre? Non, parce qu'il est difficile de justifier que les Républicains donnent l'investiture à Stéphanie Grimal et que malgré cela, Jean-Martin Mondelonne, qui appartient au même groupe, le Rassemblement à l'Assemblée de Corse, il va quand même. Non, mais je comprends que cette situation puisse vous choquer. Donc, je reprends mon raisonnement. Vous avez Stéphanie Grimal, il y a en effet qu'à l'investiture des Républicains, qui a toute légitimité, puisqu'elle a quand même affronté à 2 reprises Paul Jacob. Elle a même failli gagner. La première fois, en tout cas, elle était tout près du but. Et puis, il y a Jean-Martin Mondelonne, qui s'inscrit donc dans cette droite plus corsiste, qui lui n'a pas d'investiture. Dans cette circonscription particulière, qui est orpheline finalement, puisque Paul Jacob a décidé de ne plus se présenter, je pense que 2 candidats de la droite peuvent... je dirais ratisser plus large. Est-ce qu'ils peuvent se rassembler? Alors, en revanche, ah oui, ça, il est clair qu'il faut que celui qui arrivera en tête, parce que je pense qu'un des deux, j'en suis quasiment sûre, sera au 2e tour de cette élection législative, eh bien, il faut que celui qui arrive derrière soutienne le premier. Et ça, je ne doute pas un seul instant qu'il y aura une unité, tout à fait. Dans cette circonscription-là, il y a une primaire à droite. Je ne la trouve pas particulièrement malsaine, pour être honnête avec vous. Et vous soutenez qui? Entre Jean-Martin Mondelonne et Stéphanie Grimal? Très sincèrement, mon poids dans la 2e circonscription de la Haute-Corse... Votre opinion elle est plus que modeste. J'y ai quelques amis, mais très sincèrement, je ne pourrais pas influencer... Je crois que j'ai été très claire de ce point de vue-là. J'ai, en plus, au-delà du partenariat politique qui nous unit, Jean-Martin Mondelonne est un ami, nous connaissions d'avant, avant d'être élus tous les deux. Mais cela dit... Et encore une fois, il a beaucoup de qualités, mais je dis aussi, et je lui ai dit également à lui, que Stéphanie Grimal a aussi toute légitimité. En tant que femme aussi, je ne peux que lui apporter mon soutien, même si ce n'est qu'un soutien moral. Elle a quand même affronté à 2 reprises Paul Jacob, que j'ai moi-même, en tout cas, pas Paul Jacob en tant qu'homme, mais combattu dans le cadre de sa politique qu'il menait à l'Assemblée de Corse durant la précédente mandature. Voilà. Est-ce que ces élections législatives peuvent faire émerger de façon durable un nouveau pôle à droite, ce pôle régionaliste que vous mettiez en avant? Est-ce que vous aurez un débat dans votre famille après les élections législatives? Tout à fait. Ce débat, il aura lieu après les élections législatives. Et je crois en effet qu'il faudra offrir à l'avenir plusieurs offres à droite. Il faudra qu'il y ait plusieurs offres à droite. Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut plus considérer que tout le monde se retrouve derrière une liste unique, derrière une seule et même droite. Et l'exemple que je citais... Même si c'est Laurent Marcangeli. Ah mais, Laurent Marcangeli a cette capacité de rassembler, et bien évidemment, je l'accompagnerai dans cette démarche-là. Ça ne veut pas dire que si Laurent Marcangeli, l'accent tonique suivant où on se situe, on ne le place pas au même endroit, ça ne veut pas dire qu'il sera le seul à conduire une liste. Il peut très bien y avoir 2 listes à droite aux prochaines élections territoriales. Est-ce que dans le groupe, il pourrait y avoir, pas de scission, mais au moins une autonomisation, dirais-je, de gens comme vous, Jean-Martin Mondelonne, qui ne sont plus forcément dans la ligne officielle? Alors, avant les élections, c'est-à-dire après les législatives et avant les territoriales. Vous savez, moi je trouve que dans cette mandature-là et dans le groupe dans lequel j'appartiens aujourd'hui, il y a plus d'unité qu'il y en avait dans la précédente mandature quand même. Voilà, on a quand même José Ross qui, même s'il a un petit peu changé aujourd'hui, c'est toujours inscrit quand même dans lui-même, dans une droite plus corsiste. Camille Rocazère, je trouve aussi, qui s'est quand même beaucoup plus assoupli, qui n'a pas des positions radicales comme il a pu en avoir par le passé. Je trouve qu'il y a au sein de ce groupe une cohésion. Il y a Xavier Lacombe qui siège avec moi et qui est élu aussi vice-président de la CAPA, qui s'inscrit lui aussi, qui n'appartient pas au parti Les Républicains, qu'on peut considérer aussi, lui, dans une droite plus corsiste. Il y a plus d'unité dans ce groupe aujourd'hui. Pour revenir au propos du début, vous n'êtes pas, on l'a bien compris, pour la confusion des gens, c'est aujourd'hui un groupe d'opposition franche et frontale aux nationalistes qui sont au pouvoir. Alors, écoutez... Ça devrait être comme ça dans l'avenir, ou si les nationalistes venaient être réélus. Tout à fait. Moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas... Il n'y a pas de passerelles qui peuvent s'établir à travers un... Je ne suis pas pour le mélange des gens. Je vais vous citer un exemple pour illustrer mes propos.
Encore une fois, le mélange des genres au niveau municipal, je le comprends tout à fait, il s'explique. On est, je dirais, sur des questions plus d'aménagement, de traitement des déchets, etc., de la gestion quotidienne de la chose publique. Dès qu'on fait de la politique, le mélange des genres, il est compliqué. Je vous donne un exemple. Pourtant, je m'inscris dans une droite corsiste, j'ai voté pour la cofinalité. En revanche, je suis contre le statut de résident. Je pense qu'il y a d'autres solutions pour régler la problématique du foncier, qui est une problématique prégnante en Corse, c'est vrai. Mais je suis contre le statut de résident. Demain, si vous voulez créer ces soi-disant alliances avec des gens de droite corsiste, de gauche corsiste et nationalistes modérés, alors après, reste la question des nationalistes plus durs. Voilà, on aurait un sujet sur lequel ça choperait. Et c'est le même exemple que je citais tout à l'heure au niveau du Conseil des ministres. Comment est-ce que des gens qui ont à un moment donné fait campagne sur des idées peuvent du jour au lendemain tourner le dos à ces idées-là au prétexte qu'il y a un grand rassemblement. Ça vous paraît vraiment impossible, un contrat de mandature ? Alors, en effet, vous avez raison de le dire. Vous avez raison de le dire. Et c'est ce qui ne s'est finalement pas fait pour ce Conseil des ministres. Il n'y a pas eu de contrat de mandature en quelque sorte. Voilà, ce sont des démarches individualistes. Un contrat de mandature. Mais dans un contrat de mandature, déjà, il faut y travailler avant le premier tour. Avant le premier tour des élections. Sinon, chacun va aux élections, chacun est en campagne avec ses idées, avec des idées qui sont souvent, dans certains domaines, différentes de celles des autres. C'est facile de se rassembler sur des idées qui font l'unanimité, sur des questions économiques, sur des questions... Mais dès qu'on aborde des sujets qui sont plus clivants, comment vous voulez mettre en place ce fameux contrat de mandature ? J'ai du mal, moi, à imaginer ce que ça pourrait donner. Et je vous ai cité un exemple qui, encore une fois, serait quand même un point bloquant. Dans une majorité. Oui, par exemple. Le statut de résident, qu'est-ce qui vous sépare des idées portées par Gilles Simeoni ? L'indépendance. Non, par Gilles Simeoni. Ah oui, mais attendez, à un moment donné, il y a... Alors, même si on peut être favorable à une forme d'autonomie, ne serait-ce qu'une autonomie fiscale de la Corse, et moi, il est clair que j'y suis plutôt favorable, mais comme d'autres aussi, hein, pas uniquement des gens de droite corsiste. Mais il y a le statut de résident, en effet. Il y a différents points. J'ai pris cet exemple qui était le plus flagrant. J'ai du mal à imaginer. C'est pour ça. Mais aujourd'hui, regardez, ce qui se passe à l'Assemblée de Corse. Quand il y a une majorité, aujourd'hui, à l'Assemblée de Corse, il y a une majorité relative. C'est plus important que ce qui vous rassemble, parce que vous êtes pour la collectivité unique, vous êtes pour la langue corse. Il y a des points qui divisent. Mais il y a des points qui divisent qui sont quand même des points bloquants. L'amnistie, par exemple, aussi, c'est quand même un sujet qui est un sujet tabou. Le rapprochement des prisonniers, non, c'est un sujet qui rassemble celui-là. Il n'y a pas de problème. Mais l'amnistie, c'est quand même un sujet un petit peu plus clivant. Le statut de résidence en est un autre. Alors, c'est vrai que pour moi, personnellement, la co-officialité, ce n'est pas un sujet clivant, puisque j'ai voté pour. Mais bon, au sein de la famille de droite, il y a des gens qui n'y sont pas favorables. Et il y en a plus qui ne sont pas favorables que d'autres qui sont favorables. Bref, moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est plus ça. On a une majorité. On a une Assemblée de Corse avec une majorité qui est relative. Et une opposition qui peut avoir un rôle très fort. Et on le démontre. Je prends l'exemple du dernier dossier économique, le schéma régional de développement économique. Là, notre groupe a apporté une opposition constructive. J'ai, pour ma part, déposé un certain nombre d'amendements qui ont fait évoluer ce document. Je crois que c'est beaucoup plus sain de s'inscrire dans ce type de... je dirais, d'organisation, avec une majorité très claire qui affiche ses idées, qui les défend en campagne électorale, et une opposition qui défend... Alors, je ne vous cache pas que demain, je préférerais qu'on soit aux responsabilités, non plus dans l'opposition, bien évidemment. Alors, en janvier prochain, c'est dans 6 mois, hein, la collectivité unique sera en place. C'est désormais une certitude. Une partie de la droite a été vent debout et a tout fait pour empêcher, ou alors pour retarder l'échéance. Ce n'était pas votre cas. Est-ce que vous craignez la mise en place de cette collectivité unique et pour quelle raison ? Alors déjà, je pense que c'est faux de dire que la droite a été vent debout contre la collectivité unique. Non, Jean Lujan était très remonté. Alors, la collectivité unique, elle a été voulue par tous. Mais après, c'est la façon d'y arriver. Je crois que toutes les réformes statutaires de la Corse, et vous êtes bien placé pour le savoir, hein, vous êtes dans le journalisme depuis un certain temps, sont toutes passées par des lois spécifiques, que ce soit en 82, 91, 2002. Moi, je pense que le chiche du gouvernement, mais c'est un chiche pour une réforme bâclée. On ne peut pas entrer avec cette collectivité unique par le petit bout de la lorgnette, avec des ordonnances qui sont étriquées. Donc il y a une loi, quoi. Voilà, on veut aller vite aujourd'hui.
Mais on va perdre du temps à la mettre en place, cette collectivité, au 1er janvier. Vous imaginez que les ordonnances, qu'est-ce qu'elles disent? Elles disent qu'aujourd'hui, par exemple, le DG, le directeur général de la collectivité territoriale corse, sera le DG de la collectivité unique et que les DG des 2 départements seront des DGA. Non, mais on marche sur la tête. En revanche, il n'y a aucun accompagnement économique, financier, fiscal. Ce sont des questions d'organisation. C'est fondamental. La loi spécifique peut venir après l'entrée en vigueur de la collectivité unique. D'ailleurs, Michel Castellani, qui est candidat dans la première circonscription de Haute-Corse, le proposera s'il est élu au Palais Bourbon. C'est ce qu'il a annoncé lors du débat. Mais je ne partage pas cette façon d'arriver à la collectivité de Corse. Et puis, en ce qui concerne l'équilibre des territoires, moi j'ai défendu avec d'autres, et notamment avec Laurent Marcangel, qui en tant que député l'a défendu, l'équilibre avec les territoires. Aujourd'hui, les nationalistes qui ont poussé aussi, qui ont suivi le chiche du gouvernement, alors qu'ils sont contre le centralisme d'État, on va se retrouver avec un centralisme régional. Si le seul but, c'était de se débarrasser rapidement des départements, je crois que c'était une mauvaise stratégie. Encore une fois, le temps qu'on gagne aujourd'hui, on va le perdre. Statut, le groupe de droite aurait pu travailler sur un projet de loi. Ah mais tout à fait, mais je crois que c'est ce qu'ont fait les députés, que ce soit encore une fois Laurent Marcangel, Camille Drocaser. Il n'y a pas eu de proposition, on n'a rien vu. Oui, mais il y a eu des longs débats et il y a eu des propositions, et notamment en ce qui concerne le poids que doivent jouer demain les EPCI, c'est-à-dire les communautés d'agglomération, communautés de communes, pour essayer de retrouver un équilibre territorial qui va manquer cruellement à cette collectivité unique. La question sociale, par exemple, qui est traitée par le département, est-ce qu'elle devra être entièrement traitée par cette collectivité unique ou par les EPCI qui ont déjà, dans le cadre de la loi NOTRe, un certain nombre de compétences? Et toutes ces questions-là ne sont pas abordées dans les ordonnances. Alors, on arrive au contraband, mais juste avant, une dernière question. Les rapports entre la collectivité territoriale et la ville d'Ajaccio et la CAPA, est-ce qu'ils se sont améliorés par rapport à la précédente mandature? Alors, j'aurais envie de vous dire oui, mais pourquoi? Je m'explique. Oui, parce qu'en effet, on sent bien que l'exécutif, et on le voit au travers peut-être du réseau routier, a bien pris conscience de la problématique et du manque d'investissement sur Ajaccio et son territoire. En revanche, ce sont les délais qui m'inquiètent un petit peu. Je vous cite juste un exemple. On a voté à l'Assemblée de Corse dernièrement la programmation pluriannuelle des investissements des infrastructures routières. Alors, un montant suffisamment important a été dédié, 80 et quelques millions d'euros, sur Ajaccio et le territoire. Idem sur Bastia, M. Vinciguer, ne vous inquiétez pas, Bastia n'est pas délaissé dans la PPI, bien évidemment, même si l'exécutif a reconnu qu'il y avait un retard considérable sur Ajaccio et son territoire. Et oui, nous avons des élus bastiais qui siègent aujourd'hui à l'Assemblée et qui sont confrontés, comme les Ajacciens, aux problématiques de circulation. Bref, donc un montant important a été dévolu. Seulement, voilà, la programmation, elle ne va pas se faire sur les 6 prochaines années. On est sur 2024, c'est ça? Oui, elle commence à partir de 2024, notamment la pénétrante, la rocade, le dernier kilomètre qui permettra de désengorger un petit peu ces tensions dans le trafic. Et surtout, moi, ce qui m'inquiète par-dessus tout, c'est que ces travaux-là ne seront plus éligibles au PUI, puisque nous arrivons en fin de PUI en 2020. Il y aura peut-être encore un prolongement. Alors nous arrivons à l'heure de notre contrabund avec votre contradicteur qui va justement vous entretenir de la ville d'Ajaccio et particulièrement du centre-ville, puisqu'il s'agit de Daniel Feligi, commerçant, président de l'Union des métiers de l'industrie hôtelière de la Corse du Sud. Daniel Feligi, bonsoir. Bonsoir. Et merci de votre participation. Vous avez maintenant 10 minutes pour débattre avec Marie-Antoinette Santone-Bouli. Alors moi, j'aurais voulu aborder le problème des équilibres des territoires. Au niveau commercial, on s'aperçoit que dans le territoire de la CAPA, de grands déséquilibres ont lieu, parce qu'avec l'installation en périphérie de la ville de zones commerciales énormes, la vacance commerciale en centre-ville est de plus en plus importante. Elle avoisine les 10%. Aujourd'hui, ma question c'est comment rééquilibrer cela et faire que le centre-ville retrouve un peu de vigueur? Alors, Monsieur Felici, bien sûr, votre question elle est totalement pertinente et vous êtes un acteur économique d'Ajaccio, donc vous êtes bien placé pour poser cette problématique. Mais j'ai des réponses à vous y apporter. Parce que quand nous sommes arrivés aux responsabilités, que ce soit à la ville ou à la CAPA, nous avons placé, Laurent Marcangel le souhaitait, le développement économique au cœur de nos priorités politiques. Donc en tant que vice-présidente en charge de ce développement économique à la CAPA, comme vous le savez, on s'est d'ailleurs rencontrés rapidement, sitôt que nous avons été installés aux responsabilités, nous avons
forcément, hein, avec l'héritage que nous avons eu en arrivant aux responsabilités, essayer de trouver des solutions. Et vous avez raison de le dire, on s'est rendu compte qu'il y avait un déséquilibre énorme entre le développement économique en périphérie, sur le territoire de la CAPA, et le centre-ville. Alors déjà, une mesure qui a été prise par la CAPA, que j'ai initiée, qui arrive tardivement, c'est vrai, il aurait mieux valu qu'elle soit mise en place il y a 10 ans, mais quand même, c'est une charte d'aménagement commercial du territoire. Et cette charte, par exemple, elle nous permet aujourd'hui de dire non à des extensions de grandes surfaces, parce que pour des problématiques, comme vous le savez, déjà de rééquilibrage hein, entre centre-ville et périphérie, pour des questions aussi de problématiques de circulation, de traitement des déchets et autres, puisque rien n'avait été pensé auparavant. Ça, c'est un exemple. Un autre exemple, c'est bien évidemment les actions que mène la ville. Déjà, il y a une direction au commerce qui a été créée, donc des dialogues, je pense que vous ne me contredirez pas, un petit peu plus fréquents avec les associations de commerçants, avec les organisations patronales que vous représentez, puisque vous représentez l'UMI, hein, je crois. Donc, il y a des règlements qui ont été mis en place, notamment sur l'occupation du domaine public, parce qu'il faut aussi retrouver un équilibre hein, entre, je dirais, l'activité commerciale et puis le bien-être des résidents hein, du centre-ville d'Ajaccio, et puis rendre une ville plus attractive pour les gens qui viennent visiter Ajaccio, que ce soit des gens de Corse ou que ce soit des gens de l'extérieur. Et puis, vous savez aussi qu'en matière de redynamisation du centre-ville, nous avons des projets phares, notamment un secteur que vous connaissez bien, puisque votre commerce est implanté à cet endroit-là, c'est la halle des marchés de la place Camping, recréer aussi une place urbaine, là où d'autres avaient prévu de faire un parking. Faire en sorte qu'Ajaccio aussi retourne vers la mer, parce qu'aujourd'hui, elle tournait le dos vers la mer. Il y a différentes actions. Je veux citer un exemple, je ne voudrais pas monopoliser la parole, mais quand même, Ajaccio est chef de ville. Ajaccio est chef de file aujourd'hui, je cite cet exemple parce qu'il est important, d'un projet de coopération transfrontalière qui fédère d'ailleurs des grandes villes portuaires, hein, comme Gênes, comme Alguer ou comme Antibes, et pour justement essayer de connecter les flux touristiques en provenance des ports et le centre commercial. Enfin, vous voyez des tas de projets comme ça qui ont pour objectif de redynamiser le centre-ville. J'entends bien. Évidemment que je suis très concerné par le projet de Square Camping. C'est un projet intéressant auquel j'adhère tout à fait. Par contre, pour qu'il puisse y avoir des flux vers ce Square Camping, il faut un plan de circulation qui soit stable et des parkings. On va supprimer le parking qui est justement sur la place Camping. Comment le remplace-t-on? Alors, tout à fait. Concernant les flux de circulation, vous savez que la CAPA travaille sur son plan de déplacement urbain. J'en profite pour saluer mon collègue aussi, Johanna Bani, qui est en charge de ce dossier-là, qui est un dossier fondamental hein, dans cette mandature, parce que le plan de déplacement urbain, c'est celui qui va permettre de réguler ce trafic, en effet, qui devient une vraie problématique pour l'entrée de ville. Néanmoins, je constate, je vis en ville, en centre-ville, et je travaille à l'extérieur de la ville. Je constate que quand je sors de la ville, il y a beaucoup de véhicules qui entrent. Donc, on ne peut pas véritablement parler de désertification du centre-ville, parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui y travaillent et qui viennent, et à l'occasion des différentes animations, que ce soit marché de Noël ou autre, on voit quand même qu'il y a du monde qui vient en centre-ville. Il y a des enseignes qui sont installées. Il y a un gros potentiel, mais vous avez raison de le dire, tous ensemble, on va arriver à le valoriser. En ce qui concerne le stationnement, vous savez que nous avions un projet de parking qu'on a appelé San Piero, puisqu'il se situe en lieu et place de l'actuelle gare routière, c'est-à-dire quasiment collé à la gare maritime. Ce terrain appartient à la collectivité territoriale de Corse, il est en concession à la CCI. Donc le député maire d'Ajaccio a écrit plusieurs courriers au président de l'exécutif pour lui demander qu'il cède ce terrain à la ville d'Ajaccio pour qu'on puisse y créer un parking qui serait pour le coup un parking d'environ 400 places en centre-ville. Ça prend du temps, malheureusement. Le président de l'exécutif a un certain nombre de réponses, notamment sur le fait qu'il fallait déplacer la gare routière. Je veux juste rebondir sur un mot que vous venez de dire, c'est ça prend du temps. Oui. Et vous le savez, je milite assez pour la sauvegarde de l'existant, parce qu'il faut toujours essayer de créer de l'attractivité, mais l'existant aujourd'hui, on s'aperçoit que bon nombre de commerces baissent le rideau et ça s'accélère de plus en plus. Que fait-on pour maintenir l'existant ? À un moment, il a été émis l'avis qu'une zone franche urbaine pourrait aider à
enlever des charges aux entreprises existantes. Est-ce que vous seriez favorable pour porter un projet de ce type ? Tout à fait. Et c'est justement, nous sommes en pleine campagne des législatives, Monsieur Félix, donc je vous invite justement à sensibiliser les candidats aux élections législatives. Je sais que Jean-Jacques Ferrara est très sensible à cette question-là. Oui, c'est une des solutions. Mais les pistes que j'évoquais tout à l'heure et tous les projets de la ville aujourd'hui, et je sais que vous êtes un homme de bonne foi et que vous connaissez bien, vous sentez bien qu'il y a quand même une dynamique de la part de la ville d'Ajaccio pour recréer cette envie de séjourner et de rester, de déjeuner aux terrasses des restaurants ou de faire du shopping en centre-ville d'Ajaccio. C'est un travail de longue haleine et je comprends que les délais soient très importants. Mais encore une fois, la ville d'Ajaccio ne pourra rien faire seule. Il faut qu'elle soit accompagnée par la Chambre de commerce et d'industrie, qui est un partenaire incontournable. Et il faut aussi que la CTC, qui est propriétaire d'un maximum de terrain, quand on parle de parking, on parle de foncier, et vous savez que voilà, toute la gare Amirauté est propriété de la CTC. Et c'est ce qui a longtemps manqué à Ajaccio. Je crois que Ajaccio n'a pas été suffisamment aidé par le passé. Et là, on va englober toutes les majorités de droite, de gauche. Ajaccio a toujours été boudé quelque part par la collectivité territoriale de Corse, alors qu'elle a vraiment, véritablement besoin de son aide pour se développer, tant au niveau de la circulation, du stationnement, de tous les aménagements aujourd'hui qui sont les projets de la ville. On a un projet de téléphérique aussi, qui est un projet fort intéressant, qui est un projet innovant, qui va permettre aussi, nous l'espérons, de désenclaver la zone du Stylet en offrant des moyens de communication beaucoup plus modernes, qui protègent aussi l'environnement. Ça aussi, ce sont des projets innovants. Non, il faut savoir créer des flux. J'entends bien tout ce que vous dites et j'y adhère pour la plupart des points. Mais voilà, moi sur le point sur lequel je veux insister, c'est le soutien aux entreprises. On a vu, nous étions manifestés pour justement exprimer le fait que les petites entreprises sont en grande difficulté aujourd'hui. Martine Pinvive avait procédé à des assises. Des mesures d'urgence avaient été prises. On parle de ça en 2015. Les mesures d'urgence ne sont pas encore applicables aujourd'hui et les entreprises s'effondrent les unes après les autres. Tout à fait. Et je voudrais vous rassurer sur ce point-là, c'est que la ville, avec la Caisse des dépôts notamment, et dans le cadre du FISAC, le fameux FISAC régional, les 20 millions d'euros annoncés par Mme Pinville, eh bien la ville, pour la première fois d'ailleurs, aura des projets pour aider justement le commerce de proximité. Donc de ce point de vue-là, je tiens à vous rassurer, M. Felic, toutes les pistes sont étudiées et tous les fonds qui pourront être mobilisés pour aider le commerce et pour développer les activités de centre-ville, croyez-moi, seront exploités au maximum par la ville d'Ajaccio. Je m'y engage. Eh bien, le temps imparti est écoulé. Merci Daniel Felici d'y avoir participé. Mes deux confrères vont maintenant regagner leur place. Roger et Patrick pour la troisième et dernière partie de l'émission consacrée au débriefing de notre invité. Patrick, vous commencez. Alors, au sein de la droite insulaire, Marie-Antoinette Santoni-Brunel, je sors mes lunettes pour lire les quelques notes que j'ai prises. Alors, au sein de la droite insulaire, vous faites entendre, c'est le poids des ans, une voix singulière, une certaine indépendance d'esprit, principalement sur la scène régionale, c'est à elle que je pense, jusqu'en 2010 dans la majorité territoriale de Santini-Rocazar, puis surtout depuis 2010 dans l'opposition, une opposition franche, virulente, constructive aussi, parfois, comme en 2013, donc sous la mandature de Paul Jacob, et vous avez voté, vous êtes la seule de votre groupe à avoir voté en faveur du statut de co-officialité de la langue corse, vous l'avez dit au cours de cette émission, une démarche clairement corsiste, émancipatrice, à tel point qu'à ce moment-là, avec le mouvement Une Nouvelle Corse que vous avez créé avec Jean-Martin Mondolone, on vous imaginait faire preuve de davantage d'indépendance. On vous imaginait devenir l'égérie d'une autre droite,
Or, il semble qu'il est bien difficile de s'affranchir des appareils politiques, des caciques de votre parti à l'aventure d'une nouvelle Corse où vous avez préféré, manifestement en 2015, le confort, l'assurance d'une élection quasi certaine derrière José Rossi et Laurent Marcangeli. Vous êtes en quelque sorte rentré dans le rang. Est-ce définitif ou est-ce que dans cette ambiance actuelle de recomposition à quelques mois des territoriales, allez-vous faire entendre à nouveau une voix différente, voire originale? Alors vous répondrez après, Roger, et ensuite vous répondrez. Je ne suis pas très différent de Patrick. Je pense effectivement que Marie-Antoine Santoni-Brunel, il porte une voix singulière dans la vie politique insulaire. Et vous existez, vous l'avez dit à plusieurs reprises, sans appareil, sans structure, sans mouvement. Dans votre camp, d'abord, vous n'hésitez pas sur des sujets sensibles, et on a parlé de la co-officialité, effectivement, à faire entendre une autre voix que celle de la droite traditionnelle, celle d'une droite, vous l'avez dit tout à l'heure aussi, plus corsiste et régionaliste. À l'Assemblée de Corse, ensuite, où vous avez dit la première, ce que personne ne disait alors. Je pense aux critiques, aux premières critiques sur la gestion de Paul Giacobbi, de l'exécutif de Paul Giacobbi, au titre du contrôle de l'Assemblée sur l'exécutif. Vous étiez bien la seule à l'époque à exercer vraiment. Donc une voix singulière et un positionnement qui ne l'est pas moins. Vous incarnez, me semble-t-il, depuis 2004, date de votre première élection, un renouvellement qui a du mal à s'imposer, qui ne vient pas, qui a du mal à percer. Alors Emmanuel Macron, qui, lui, a chamboulé la vie politique nationale avec le fracas que l'on sait parler au cours de la campagne de cette génération Prince Charles qui ne serait jamais roi ou reine, c'est-à-dire la première aux affaires. Est-ce que aujourd'hui, c'est pas le destin politique qui aujourd'hui vous guette dans l'île pour les prochaines échéances? Un destin de princesse Margaret, pour féminiser l'expression d'Emmanuel Macron. Vous pouvez répondre en bloc. Oui, alors je vais répondre en bloc, bien évidemment, mais avant tout, je crois qu'il faut que je m'explique un petit peu sur qui je suis, je crois. Parce que vous me présentez, et la présentation que vous faites de moi me convient, parce qu'elle est fidèle à ce que je suis et à ce que j'essaie de démontrer dans l'exercice de mon mandat politique. En revanche, ce que peut-être je n'ai pas assez expliqué, c'est que je n'ai pas un rôle de leader. Je n'ai pas vocation à conduire une liste. Pour une raison bien simple, c'est que je ne fais pas de la politique à temps complet. J'ai une activité professionnelle. C'est vrai que je suis quelqu'un d'hyperactif, j'ai envie de dire. Du coup, on a l'impression que je ne fais que de la politique, mais j'ai une activité professionnelle qui me prend beaucoup de temps avec des responsabilités dans une entreprise à laquelle je suis particulièrement attachée. J'en profite pour la citer, puisque c'est Aircourt. On vous sentait prête à franchir le pas à un moment donné. Et donc, je pense, et puisque aujourd'hui c'est dans l'air du temps de parler du non-cumul des mandats, mais il y a aussi la problématique du cumul entre activité professionnelle et mandat politique. J'ai plus vocation à accompagner, comme je l'ai fait quand j'ai accompagné Laurent Marcangeli aux élections municipales, ou quand on m'a sollicité, notamment Camille Rocazer m'a sollicité pour l'accompagner pour ma première élection territoriale. Comme je vous le disais, rien ne me destinait à faire de la politique. Donc c'est vrai que je suis très présente peut-être, et je l'ai été très dans un rôle d'opposition. Quand on sort aussi frontalement que vous l'avez fait à Paul Giacobbi, on est dans la position du leader. J'entends ce que vous dites, mais je crois que c'est une question. Droite, hein. Je crois que c'est aussi une question de tempérament. C'est vrai que je suis très impliquée dans mon activité professionnelle comme je le suis en politique. J'ai une conscience professionnelle comme j'ai une conscience politique. Et c'est vrai que je me suis sentie obligée, parce que j'ai travaillé sur certains dossiers, j'ai eu des collaborateurs qui m'ont aidé à comprendre certaines choses, et il était de mon devoir. Il était de mon devoir d'élu de l'opposition, de dénoncer ce que moi j'estimais être une tromperie à l'égard des Corses dans leur ensemble, et qui conduisait à une situation très compliquée et qui a été découverte finalement en décembre 2015 par la nouvelle majorité. Donc il était de mon devoir de le faire. Mais encore une fois, et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, peut-être faut-il que j'explique quel est véritablement mon rôle en politique, et que les choses soient bien claires. Je n'ai pas, moi, vocation ni à conduire une liste, ni à être un leader politique. Au moins les choses sont claires, parce qu'encore une fois, j'attache une grande importance à mon activité professionnelle, à laquelle je donne la priorité. Mais la nouvelle démarche que vous impulsez, vous, Jean-Martin Mondoloni, Laurent Marcangeli, une nouvelle démarche à droite, qu'est-ce qui lui manque pour qu'elle puisse réussir aujourd'hui?
Eh bien, écoutez, il lui manque que pour, par exemple, être au deuxième tour des élections territoriales, il faut faire 7%, et qu'il y a un réflexe quand même de l'électorat insulaire qui a plutôt tendance, notamment dans les partis traditionnels, droite ou gauche, à aller plutôt vers des partis traditionnels. À devenir leader, avez-vous dit, mais vous auriez pu soutenir en décembre 2015 ou en novembre 2015 Jean-Martin Mondolone qui avait l'ambition de conduire une liste. Il avait l'ambition, mais il n'a pas franchi le pas. Donc c'est à lui qu'il faut poser la question, encore une fois. Mais vous ne l'avez pas beaucoup soutenu dans cette démarche. Mais attention, quand on se sentait un peu seul peut-être. Non, mais quand on se pose la question, et Jean-Martin Mondolone se l'est posé lui-même, et nous en avons discuté ensemble, la question c'est aller aux élections territoriales pour faire quel pourcentage? Il faut être conscient de ce qu'on est capable de rapporter. Si c'est pour faire 3%, quel est l'intérêt? Cette fois-ci, cette voix-là ne s'exprime plus, alors que peut-être elle peut s'exprimer quand on rejoint une liste. Mais ce qui vaut pour moi ne vaut pas forcément pour Jean-Martin Mondolone. Je n'ai pas à parler en son nom. Lui, au contraire, s'inscrit plus dans une démarche de leader. Et lui a vocation, en effet. Mais c'est à lui qu'appartient la démarche de dire, et aux dernières élections territoriales, rien ne l'interdisait finalement de décider de conduire une liste. Et cette fois-ci, pour les territoriales, à la fin de l'année, il faut 1, 2, 3 listes à droite? Écoutez, on ne va pas compter, c'est difficile de dire s'il en faut 1, 2, 3, 4, 5, plusieurs 10. listes ou pas? Mais je pense qu'en effet, il faut plusieurs listes à droite, et il y aura très certainement plusieurs listes à droite. En ce qui me concerne, je ne vous cache pas que je me pose beaucoup de questions au regard de ce que je viens de vous dire. Il est aujourd'hui de plus en plus difficile pour moi de cumuler l'activité professionnelle et avec 2 mandats d'élu, et vous savez que je suis très impliquée aussi à la ville d'Ajaccio et à la CAPA, en fonction de l'offre politique qui se dessinera à droite. Je me réserve le droit de dire si oui ou non j'y trouve ma place. Vous pourriez faire le choix des mandats locaux contre le mandat territorial. Très sincèrement, aujourd'hui, je ne suis pas en mesure de répondre à cette question. Je suis en période de réflexion. La seule chose, c'est qu'il m'est difficile aujourd'hui de tout cumuler. Voilà. Dernière question, l'éclatement des partis traditionnels, on voit au plan national, la transversalité qui existe et qui est de mise. Est-ce qu'elle peut franchir la Méditerranée? Est-ce que vous souhaitez qu'elle le fasse? Écoutez, je ne saurais pas trop quoi répondre à votre question, parce que, encore une fois, comme je vous l'ai dit, le mélange des genres, comme je le dis depuis le début de l'émission, je n'y crois pas beaucoup. Vous n'imaginez pas de passerelle avec les nationalistes, pour être clair? Je n'imagine pas de passerelle, non. Très sincèrement, non. En tout cas, aujourd'hui, c'est trop tôt. Je crois qu'il y a des divergences, y compris entre les gens de droite corsistes comme moi et les nationalistes modérés. En tout cas, vous serez présente à ces élections territoriales. Alors, très sincèrement, cette question n'est pas encore tranchée pour moi, comme je le disais tout à l'heure. Il y a des choix à faire, et ces choix-là, je les ferai en fonction, encore une fois, de l'offre politique à droite. Mais je resterai dans ma famille politique, ça, en tout cas, je peux vous le confirmer dès aujourd'hui. Marie-Antoinette Santoni-Bournil, ce sera votre mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Merci à vous également. La semaine prochaine, ce sera le dernier contraste de l'année programmée. Nous recevrons Didier Rey, historien universitaire, spécialiste du sport en Corse et particulièrement du football à travers l'histoire. Ecco contrasto a compia. Buona settimana e buonasera a tutti.